Bonjour à tous. Donc, vous êtes bien sur le webinaire de Industry.org, donc qui est le premier réseau social des industriels. Industry a été créé pour vous permettre d'échanger, de networker directement sur les sujets du quotidien et de transformation vers l'industrie du futur. Donc, sur la plateforme Industry avec un y.org, vous allez pouvoir retrouver vos pairs, des actualités, de la veille sur l'industrie 4.0, mais également des formations gratuites et puis des webinaires comme aujourd'hui avec des grands patrons ou des grands innovateurs de l'industrie. Je suis Jean-Philippe Lorinquer, je suis en charge de cette belle communauté avec Ashok, qui est l'homme de l'ombre, qui est bien connu des membres puisque vous échangez régulièrement avec lui. Et aujourd'hui, je reçois pour notre 13e webinaire un invité un petit peu particulier parce qu'il nous revient directement des Amériques, où il a rencontré des Américains. Alors, pour certains auront peut-être la référence, si vous pouvez la mettre en commentaire si vous l'avez. Il a côtoyé l'homme qui fut pendant quelques temps le plus riche du monde, avant qu'un Français le dépasse. Il a participé à une aventure industrielle qui est en train de faire exploser un secteur d'activité qui représentait il y a encore peu de temps 10% des emplois en France. Et il a lancé la seule start-up qui est à la fois basée à San Francisco et Angers. Il n'y en a qu'une, hein, c'est celle-là. Bref, j'ai l'honneur et j'ai la chance de recevoir Luc Leroy, qui est l'ancien patron de l'automatisation de Tesla et aujourd'hui fondateur de Full Speed Automation. Bonjour Luc, comment vas-tu? Bonjour JP, merci beaucoup, bonjour à tous. Ça va, alors je m'excuse d'avance, j'ai une laryngite post-Covid qui dure depuis 2 mois, donc ma voix s'enraye un peu de temps en temps, mais je ferai un effort pour que tout le monde comprenne. Super honoré d'être sur ce beau panel, donc je suis un gros fan de Industry, et puis ouais, une fois encore honoré d'être l'invité de JP, de Ashok, et puis ouais, de ce beau panel, une belle audience. Donc j'espère qu'on aura beaucoup d'interactions avec des questions-réponses. Eh ben, écoute, j'espère aussi. Donc, moi, je te remercie évidemment de prendre du temps pour échanger avec nous et tous les membres de la communauté. Tu resteras à jamais notre premier Américain sur le webinaire. Donc, on D'accord, est très je suis fiers. honoré. On va passer un petit moment ensemble. On va parler de toi, de Tesla, d'Elon Musk, d'automatisation et de ta nouvelle aventure. Donc, plein de sujets. Mais moi, j'aimerais commencer déjà par apprendre à te connaître, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, Qui es-tu? D'où tu viens? Quelles sont tes réussites? Est-ce que tu peux nous parler de ta carrière qui commence à être chargée un peu maintenant, au cours de ces 20 dernières années? Voilà, il y a des poils gris, donc on va rester sur les 20 dernières années, effectivement, parce que sinon, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, il y a une petite vingtaine d'années, j'étais dans le monde de la CAO en France, avec une start-up que nous avions démarrée en 2002 et qui a été rachetée par Adobe. Donc, c'est ce qui m'a emmené aux États-Unis, finalement, où j'ai intégré la technologie que nous avions développée et déployée dans des grands comptes qui créent des PDF en 3D. Donc aujourd'hui, la collaboration autour du CAD, ça paraît complètement banal. Il y a 20 ans, c'était des systèmes très fermés, très coûteux. Et par exemple, chez un fabricant, les gens de l'ingénierie ou même une verticale ingénierie, par exemple dans l'automobile moteur, avaient beaucoup de mal à échanger des données avec les gens du châssis et encore plus avec les gens du design. Et donc, vous pouvez imaginer les gens du marketing qui avaient besoin d'avoir du matériel sur des concept cars. En fait, ils finissaient par avoir de la 2D, des impressions, ce qui était quand même assez malheureux. Donc, la petite disruption qu'on a faite en 2002, c'était d'inventer le PDF 3D et où on s'était dit, en fait, finalement, un peu comme Adobe avait fait avec le PostScript qui est capturé à l'imprimante virtuelle, nous, on a créé un GPU virtuel et donc les applications CAD pensaient qu'elles envoyaient de la donnée à un accélérateur graphique et en réalité, c'était notre logiciel qui capturait les primitives et avec un petit peu de reverse engineering, on arrivait à recréer les primitives pour faire des fichiers 3D. Et alors, c'était une belle expérience. Je suis resté 10 ans chez Adobe où j'ai eu 5 ou 6 métiers différents. Adobe, c'est une belle boîte et j'ai envie de dire, il y a 25 ans ou 15 ans, c'était une boîte encore plus belle, qui était encore plus innovante, disruptive. Acrobat Reader, par exemple, c'était déjà en 2005 600 millions d'utilisateurs. Alors aujourd'hui, 600 millions, ça fait un peu rire parce qu'on a des références de TikTok et compagnie. Mais à l'époque, il fallait développer tous les systèmes de déploiement, de sécurité pour pouvoir adresser tous ces clients, faire des mises à jour. Enfin, je vous laisse imaginer. Donc, j'ai eu cette chance. Je parle beaucoup d'Adobe parce que c'est là où, en tant qu'ingénieur français, avec un profil
à la fois informatique et génie mécanique, j'ai atterri dans la Silicon Valley. Et pendant 10 ans, j'ai appris toutes les pratiques d'ingénierie, d'excellence logicielle grâce à Adobe, où j'ai géré la PLM pendant 5 ans. J'ai géré les applications Acrobat et Reader, donc épaules très larges, pardon, sur ce sujet, parce que quand on a à peu près tous les gouvernements de la planète comme clients et qu'il faut faire un déploiement en 12 heures parce qu'il y a une vulnérabilité, on n'a pas le droit de trop blaguer. Donc, ça a été un gros accélérateur d'apprentissage. Et au bout d'une dizaine d'années, je commençais à tourner un petit peu en rond. Je voulais me rapprocher du monde de l'industrie, du manufacturing, hein, qui est ma première compétence. Là, je suis allé dans le monde de la réalité augmentée pour les domaines de l'énergie notamment. Et j'ai compris très vite que, alors c'était super, des très belles technologies, mais qui avaient au moins une décennie d'avance en termes de vision. Et d'ailleurs, c'était en 2015. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de lunettes en réalité augmentée. C'est encore une décennie d'avance, on va dire, hein. Dans les applications quotidiennes, que ce soit les HoloLens ou ce genre de choses, ça sert plus souvent de démonstrateur pour faire plaisir au C-level dans les ateliers que d'une réelle utilisation, hein, quotidienne. Ouais. Et mon constat, c'était surtout que la création de l'expérience est vraiment ce qui coûte cher. Donc, par exemple, nous avions des applicatifs sur des plateformes pétrolières pour des opérations qui sont effectuées tous les 20 ou 30 ans. Donc, les ingénieurs qui ont la compétence métier n'existent plus. Pour le coup, il y a une telle valeur ajoutée sur ces manipulations que dépenser 50 ou 100 000 euros pour aller créer le contenu, la procédure est nécessaire. Donc, du coup, le smart helmet à 15 000 euros n'est pas un problème dans ce contexte. Mais c'est vraiment des marchés très niches avec des applications très spécifiques. Donc, du coup, je suis parti au bout d'un an. Et puis, je me suis rapproché du manufacturing, puisque là, j'ai fait de l'additif. Donc j'ai été le vice-président d'ingénierie logicielle chez Vélo 3D, qui est dans mon village, en fait. Donc, c'était pratique. Et donc là, c'était super. J'ai pu mettre en application beaucoup des pratiques qu'on avait développées chez Adobe. Et j'ai commencé à observer vraiment un clash des deux mondes entre la partie OT traditionnelle de déployer une imprimante SLM à 2 millions de dollars qui va être capable d'imprimer des tuyères en titane et de voir la confrontation avec les gens dans l'usine, notamment les anticorps, qui vont refuser de mettre cette machine sur le réseau. Alors que nous, on avait pris ça comme acquis, que bien entendu, la machine va être connectée. Et donc, c'était intéressant. Ça m'a permis de mettre un pied chez SpaceX, qui était notre premier client. Et puis, de fil en aiguille, 1 an et demi plus tard, je commence chez Tesla, et qui m'avait offert un travail pour aller, alors rien à voir avec le manufacturing, c'était intégrer l'autopilote dans le firmware du véhicule. Alors, on va parler de Tesla juste après parce que là, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est très impatient d'entendre ton aventure sur Tesla parce qu'en plus, c'est vrai elle est absolument passionnante. Mais alors, c'est amusant parce que tu t'es fait un peu là, toutes les hype curves des startups industrielles, donc que ce soit la réalité augmentée, que ce soit l'additif. Mais j'ai l'impression que tu étais toujours un peu en avance de phase dans ces hype curves. Donc, si on prend la hype curve Gartner, tu étais plutôt. À chaque fois, tu étais précurseur, on va dire. Et c'est cool parce qu'en réalité, chez Tesla, tu vas être précurseur, mais tu vas pouvoir mettre en application et vous allez cartonner de la façon dont on sait. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est bon, tu es un gars des arts, tu fais partie de la mafia des arts. Et normalement, tu aurais dû te retrouver à travailler dans une usine, à faire de la prod, à faire des opérations, etc. Pourquoi tu as basculé vers le software? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? En fait, ce qui est rigolo, c'est que avant les arts des métiers, j'ai fait un DUT informatique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la méca, hein. Donc, j'ai fait génie mécanique par la suite. Et je ne suis pas allé jusqu'au bout, d'ailleurs, de mon master, puisque entre-temps, j'ai cédé à la tentation de la première startup. Donc, la première boîte que j'ai montée, c'était en 98. Euh, et alors, il y a eu un aspect financier, pour être honnête.
c'est-à-dire en tant qu'ingénieur logiciel maison, dans C'est mieux. un petit éditeur de logiciels parisien de 55 personnes. J'avais une fiche de paye qui était 30% supérieure à ce qu'on me proposait en tant qu'ingénieur en méca, en fait. Donc, c'était la vraie motivation. Et puis surtout, moi, je faisais de la course automobile et puis je suis pilote amateur aussi en aéronautique. Donc, du coup, l'accomplissement de bricoler des voitures, en fait, on a même fabriqué notre propre voiture en championnat de France d'endurance. Donc, j'ai pu m'éclater sans les contraintes professionnelles d'un point de vue design mécanique, motorisation, etc. Donc, du coup, voilà, le logiciel pour itérer beaucoup plus rapidement et gagner de l'argent. Et puis, la méca avec les voitures de course et les avions. Tout le monde est ravi. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans le software. Et puis surtout, j'ai compris qu'en en restant du côté logiciel, on peut développer des outils qui vont permettre de sublimer un peu l'intelligence humaine sur la partie méca, conception, manufacturing. Et en gros, c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. Alors, tu as commencé à effleurer le sujet. Tu es arrivé d'abord chez SpaceX par l'additif. Et donc, tu arrives chez Tesla. Déjà, comment tu arrives chez Tesla? C'est un moment, ils t'appellent, ils te disent on aime bien ce que tu fais, tu nous rejoins. Pourquoi tu y vas? Parce que, bon, Tesla, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, aussi bien en bourse. Enfin, il y a eu des moments où ils étaient quasiment à deux doigts du dépôt de bilan. Enfin, pourquoi tu vas là-bas, quoi? Alors ça, c'est amusant. Alors, le truc très rigolo, je suis allé chez Tesla parce que j'étais en burn-out. Donc, ce qui paraît complètement dingue. Mais j'étais donc après mes aventures start-up, j'ai monté une boîte de robotique d'assistance pour les personnes âgées. Et là, pour une fois, j'étais en retard. Je suis arrivé avec 2 ans de retard sur le marché. Du coup, tous les investisseurs avaient déjà des conflits d'intérêts. Ils s'étaient déjà tollés avec des grandes boîtes comme Acer qui avaient montré qu'ils étaient capables de faire des robots absolument misérables. Plus personne ne voulait investir dans ce champ qui devenait saturé. Cramer le fil de quoi, c'est ça. Voilà. Et donc en fait, Adobe me suivait depuis 1 an ou 2 et me proposait de revenir avec un job très intéressant puisque c'était pour être le patron des frameworks, en fait, des briques logicielles qui permettent de piloter l'expérience l'UX, donc l'expérience utilisateur, donc toutes les Ouais. interfaces graphiques. Donc, c'est quand même une belle boîte d'UX Adobe. Donc, c'était un job super tentant que j'ai fini par accepter. Et je rencontre Doug Field, donc, qui était le Chief Engineering Officer, qui était le numéro 3 chez Tesla. On discute. Et puis, je lui fais savoir que 15 jours plus tard, je démarre ce boulot de senior directeur de l'UX chez Adobe. Et il me dit, non, donne-nous une chance, file-moi ton CV, on va regarder en interne. Et là, en moins de 4 jours, j'ai été embauché effectivement chez Tesla. Et j'ai été très impressionné pendant la procédure de recrutement, où effectivement, en 12 heures, ils sont capables de dépêcher 5 exécutifs qui vont chacun passer 45 minutes avec un candidat qu'ils viennent de découvrir, en fait. Donc, il y avait une petite excitation au niveau de, effectivement, il y a de l'agilité, il y a de l'agilité chez Tesla. Ce n'est pas que légendaire. Et alors, c'était effectivement pour, une fois encore, intégrer l'autopilote dans le firmware, puisqu'ils avaient des problèmes de bonnes pratiques d'ingénierie. C'était quelque chose d'assez nouveau. La mise à jour logicielle des véhicules à grande échelle, donc la gestion de flotte avec l'autopilote, le tracking, le versionning on a 50 briques logicielles avec la traçabilité nécessaire pour mettre ça dans un véhicule. Ça, c'est des choses qu'on maîtrisait très bien chez Adobe, avec des briques logicielles chez Adobe. Il y a le Cortex qui génère des briques logicielles qui sont utilisées par toutes les applications Adobe, donc une compatibilité assez exemplaire. Donc leur idée, je pense, c'était de faire levier des compétences et de l'expérience que j'avais dans ce domaine de l'intégration continue, le déploiement continu. Et puis, pour continuer sur ce sujet, un soir, je reçois un texte de mon patron, donc Doug Field, qui me demande si je connais les automates programmables et le manufacturing. Et automate programmable, j'avais travaillé une fois, c'était chez Vélo pour les grosses imprimantes 3D que nous fabriquions pour SpaceX. Donc, je lui dis, je réponds en anglais, donc PLC, parce qu'en anglais, c'est un PLC. Donc, PLC, j'ai travaillé une fois avec. Manufacturing, ça fait 25 ans que j'en fais.
Et là, il me répond good enough and fair enough. Donc, en gros, ça fera l'affaire. Rencontre-moi demain matin, 8 heures, usine de Frémont. Bon. Et tu sais pas pourquoi tu y vas, quoi. Je ne sais pas pourquoi j'y vais. Alors, en fait, j'avais déjà, là, ça faisait un mois que j'étais chez Tesla et j'avais déjà à 2 ou 3 reprises été impliqué dans l'assemblage du modèle 3 parce que l'autopilote, vous pouvez imaginer, est impliqué. C'est-à-dire la calibration, la validation du système de vision, des capteurs, etc. C'est le logiciel véhicule, en fait, qui communique avec le MES pour démarrer les actions de validation et envoyer les résultats des tests vers le MES. Donc, régulièrement, il fallait faire du fine-tuning ici et là sur le firmware, parfois sur l'autopilote, pour assurer la fabrication d'un véhicule viable et de bonne qualité. Donc, je pensais que c'était le sujet. Ça s'appelle fine-tuning, c'est des itérations. Vous itérez régulièrement. Enfin, Oui. C'est quoi une vitesse d'itération normale chez Tesla? C'est 45 minutes. Ah oui, d'accord. Donc, toutes les 45 minutes, potentiellement, il y a une modification qui apparaît sur le… Potentiellement aussi rapide que le système peut compiler et déployer. Et ça, c'est ce qu'on fait, on va en parler, mais c'est ce que nous démocratisons avec Vitesse, notre logiciel, aujourd'hui, chez Full Speed Automation. Okay. Ah oui, c'est impressionnant. Et donc, 8 heures du matin, usine de Frémont. Voilà, donc j'arrive, l'assistante de Doug Field me reçoit, on me file des pompes de sécurité, une casquette, des lunettes, elle m'accompagne vers l'assemblage du modèle 3, et là je découvre Elon Musk pour la première fois. On va passer 1 heure sur la ligne avec un chef de projet, Elon Musk, et puis Doug Field. J'ai rarement entendu autant de grossièreté en 1 heure, mais j'étais aussi impressionné de leur capacité, tous les deux, hein, Elon comme Doug, à faire du deep dive, vraiment à aller dans des sujets très, très précis, très proches de la machine, du process, challenger les ingénieurs, demander aux ingénieurs d'appeler le manager pour mieux comprendre ce qui se passe avant de prendre des décisions. Donc ça, c'était quand même un gros réveil. C'était remarquable la façon dont ils sont capables de maîtriser tout ce qui se passe dans leurs organisations. Et en fin de ligne, donc à tout moment, je m'attendais à ce que Elon dise regarde l'autopilote, ça empêche de faire ceci, cela, ou voilà ce qu'il faut absolument améliorer. Et en fait, je ne suis jamais impliqué. Je n'identifie pas de problème qui soit vraiment dans mon cercle d'influence. Donc, et puis pour la petite histoire, étant en burn-out, moi j'étais contributeur individuel. Donc j'étais un directeur de la gestion de projet et j'étais le facilitateur de l'intégration de l'autopilote dans le firmware. Donc je n'avais pas d'équipe, j'étais un électron libre en quelque sorte. Et donc je comprends assez mal pourquoi je suis là. Et donc 1 heure plus tard, Doug Field me demande alors, est-ce que tu prends le boulot? Do you take the job? Et je comprends absolument pas de quoi on parle. Je venais de commencer chez Tesla il y a un mois, donc je dis que je viens de commencer il y a un mois. De quel job tu parles? Et il me dit Elon a viré le directeur de l'automation hier soir. On cherche un leader intérim pour aider l'équipe en transition le temps qu'on trouve le nouveau directeur de l'automation. Est-ce que tu peux travailler avec les managers de ce groupe-là pour les accompagner? Parce que là, avec le modèle 3, on est vraiment dans une situation difficile. La situation du modèle 3, tu peux la rappeler à cette époque? Il n'y a plus rien. Alors, donc ça, on est en février, mars. Donc là, cet épisode, on est en mars, je crois, 2018. Nous produisions entre 2000 et 2500 véhicules par semaine, là où Tesla était censé en fabriquer 5000 par semaine depuis 1 an. C'est la fameuse. Alors d'ailleurs, c'est très drôle parce que je l'ai appris plus tard. Il est possible que peut-être n'aurais-je pas rejoint Tesla si je l'avais su au moment où ils m'ont fait l'offre. Ils avaient 11 semaines avant la banqueroute à ce moment-là. Voilà. Donc, et ça, on va en parler parce que finalement, ça nous a permis de faire des itérations de malades avec une audacité complètement folle parce que finalement, l'organisation était tellement stressée et les dirigeants n'avaient rien à perdre. Du coup, quand je proposais des trucs complètement ahurissants, c'était vas-y, on n'a rien à perdre, donc on le tente. Et c'est ce qui nous a permis d'itérer très rapidement, de développer des solutions en edge décentralisées que personne ne fait, parce que nous étions dans ce mode un peu désespéré où il faut le tenter pour essayer de corriger la machine qui ne fonctionne pas, de toute façon.
Donc ça, c'était l'enfer de l'automation, hein, ou l'enfer de la production que Ilan tweetait récemment, Automation Hell. Donc là, on est au pic d'Automation Hell en mars 2018. Et donc tu te dis, pour te reposer de ton burn-out, tu vas prendre le job. Mais en individuel, donc je ne suis pas manager, je suis responsable Manager, là, tu es en juste étant libre. en mode pompier et toi tout seul, c'est à toi on te dit, bah, vas-y, tu dégoulottes, quoi. C'est ça, avec une influence qui permet d'aller créer des synergies entre des équipes. Donc finalement, essayer de façon organique de Ça veut dire créer qu'à un un moment, petit groupe matriciel. Ça veut dire que tu as un blanc-seing de Doug ou tu as une lettre de mission d'Elon ou de Doug qui dit bah, laisser un sauf-conduit ou un laisser-passer qui dit en gros à l'équipe tout ce que Luc vous demande de faire, vous le faites, quoi. On te donne Alors, les pleins pouvoirs. moi, je pensais que c'était ça. Et au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que ça n'était pas ça parce que ce n'est pas nécessaire. En fait, c'est la culture d'entreprise qui a été créée chez Tesla où on peut avoir un ingénieur junior de première ligne qui va être le champion d'un projet et qui va pouvoir parler à un directeur en expliquant les tenants, aboutissants et l'enjeu. Et le directeur va devoir se plier à la nécessité que va exprimer cet individu, en fait. Et donc, jamais dans mon mandat, je n'ai eu à utiliser quelques notions d'autorité. D'accord. Donc, il y a un alignement derrière un objectif commun, un bien commun qui fait que tout le monde va dans le même sens. Si on fait parce que Jérôme a posé la question, c'est quoi les 3-4 points de culture qui t'ont industriels, qui aussi se retrouvent dans la culture des opérations, qui t'ont ébahi ou étonné positivement ou négativement d'ailleurs, hein? Ouais. Alors, à la fois positivement, et donc ce que je trouve, moi, très joli en termes de développement organisationnel et de culture d'entreprise, c'est que c'est un inconscient collectif, c'est presque un culte ou une secte, hein, qui est motivé par la mission d'accélérer la transition vers d'abord le transport durable, puis l'énergie durable. Et donc, il y a un côté un peu sectaire avec des individus très intelligents parce que la barre est très haute à l'embauche, il faut le reconnaître aussi. Donc, ça aide une densité de talent super élevée. Du moins à l'époque, je ne sais pas comment ça a évolué depuis, mais ça, c'était remarquable. Et pourtant, j'étais passé dans des boîtes où les gens n'étaient pas débiles, hein, mais là, c'était quand même encore un cran au-dessus. Et donc, le côté il ne faut jamais lâcher, ça, et nous, on le retrouve aujourd'hui chez Full Speed. Ça, c'est une des valeurs positives, hein. Nous, on appelle ça le grit, la ténacité. Donc, il y a une ténacité, il y a une récompense sur le comportement qui compte autant que sur ce qui est livré, hein. Donc, dans les KPI de performance, de revue de performance des individus, il y a une admiration pour la ténacité. C'est-à-dire quelqu'un qui a échoué, mais qui a prouvé, démontré un comportement de contribution positive, de jamais lâcher l'affaire, va être récompensé autant que celui qui a réussi, en fait, j'ai l'impression. Il y a un droit à l'erreur dans la prise d'hypothèse, mais pas dans l'exécution. Il y a un droit à l'erreur, même dans l'exécution, ça arrive. Il y a une intolérance pour le manque d'honnêteté. Alors après, ça reste une grosse organisation, on a tous des angles morts, il y a de la politique, du mensonge, comme partout, malheureusement, mais de façon fondamentale, il y a une forte capacité à pardonner l'erreur, hein, contrairement à ce qu'on pense, notamment avec Ilan. Moi, au début, il y a eu plusieurs fois où j'ai pensé que j'allais me faire virer sur le champ parce qu'on avait échoué sur des déploiements ou sur des paris un peu technologiques ou techniques. Et puis finalement, je découvre qu'il est heureux de voir qu'on est tenté des choses très audacieuses et qu'on ait appris. Et dès lors qu'on arrive très humblement, de façon data-driven, en disant, alors voilà la situation, Ilan, c'était comme ça, on a fait ça, ça n'a pas marché, c'était une erreur de faire ça parce que, donc on a fait ça et au final, la situation n'est pas si mal. Il y a des leaders qui auraient été hystériques et qui ont expliqué que c'était
des décisions débiles et on n'arrive pas à comprendre comment ça a été fait. Et puis, lui, il va se réjouir, en fait, tant qu'il y a le comportement qui est positif et qui montre qu'on ne lâche pas l'affaire et qu'on a tout donné pour atteindre cet objectif, c'est apprécié parce que ça contribue à la culture d'entreprise. Ouais, ça doit être assez inspirant, en effet. Et tu m'as même dit que tu as pété une bagnole un jour et que c'était Oui, passé bah bien. c'était vraiment intéressant. C'est qu'un jour, on a cartonné une caisse de modèle 3 dans le body shop. Donc, en fait, il y a les robots qui font les soudures pour assembler les panneaux du modèle 3. Et puis, ça, c'est quand on est passé, alors je crois qu'on passait de 5000 à 7000. Donc, c'est rigolo parce que pendant 1 an et demi, l'équipe a eu du mal à atteindre les 5000. Mais en 8 mois, on est passé de 5000 à 7000. Alors, tout était designé pour du 5000. Donc, ça, c'était une performance quand même assez admirable. Et c'est là où il y avait un peu la revanche face aux médias et aux négationnistes Tesla, qui prouvaient que le modèle, finalement, il a marché. Donc, Ouais. l'automation hell et compagnie, qui a été très difficile au démarrage, finalement, ça a montré que derrière, la deep automation de Tesla permettait d'accomplir des miracles. Ah oui. Et donc, effectivement, un jour, on poussait un peu dur l'équipement. On était sur des grosses rampes d'accélération partout, aux limites. Et puis, on a cartonné un robot dans une caisse de modèle 3 qu'on a défoncé. Puis, en plus, elle est tombée contre la paroi en plexi. On a plié les tubes. Enfin, c'était très impressionnant sur le coup. En réalité, il y en avait pour quelques milliers de dollars de coût et on a réparé ça en 2 heures, donc ça allait. Et je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Parce que, Voilà. en revanche, tu pètes une carrosserie dans l'usine, Elon est au courant, il est sur place et il est content. C'est-à-dire que le gars, il est dans l'usine, quoi. Ouais, il était 1 heure du matin, il était un peu plus d'1 heure du matin, il était dans l'usine. Généralement, on travaillait avec lui de 8 heures le soir à 4 heures du matin, donc tous les jours. Et puis à 4 heures, il allait dormir et à 8 heures, il revenait. Donc c'est quand même une machine, ce type-là. Ça, c'est vraiment unique et admirable de pouvoir travailler avec des leaders. J'ai appris énormément de choses, vous pouvez imaginer, même sans interagir. Parce que moi, j'ai eu une douzaine d'interactions, hein, j'ai eu une douzaine de face-à-face avec Ilan sur 2 ans et demi. Donc, ce n'est pas non plus toutes les semaines. Mais de l'observer lorsqu'on est avec un minimum d'intelligence et d'analyse, il y a énormément de choses à en tirer, oui. Et On parlera d'Elon un tout petit peu plus tard parce que là, on n'a toujours pas dégoulotté le modèle 3. Euh, C'était quoi le problème? Comment tu t'en sors? Parce que tu es tout seul. Tu as certes les gens qui ont envie de t'aider et tu arrives à. La culture d'entreprise aide à mobiliser les forces vides, mais tu es quand même en crise. Donc, qu'est-ce que tu mets en place comme gestion de crise? Tu as une méthodologie particulière? Comment tu t'y prends, quoi? Ouais, alors la méthodologie, c'est une méthodologie de terrain avec du diviser pour régner. Donc, en gros, on commence par le début de la ligne et puis on avance en documentant les modes d'erreur. Et puis là, on a une simplification extrême de FMEA et de Six Sigma où on dit, bon, là, il y a trop d'informations à processer, donc il faut qu'on simplifie à mort. Et donc, on analyse tout par 3 critères, sévérité, visibilité et fréquence, et on filtre à mort. Et puis là, c'est un peu vous savez, le jeu du marteau et de la taupe, là. Ouais. Et il y a les taupes qui sortent, il faut aller les marteler dessus. Donc, il y a un peu ce sentiment. Et ça peut ressembler à ça, mais en réalité, on développe de la méthodologie. Donc là, c'est la méthodologie agile appliquée au développement de la méthodologie. On part d'un état très simple, un peu le poulet sans tête, hein, qui court dans tous les sens. Et puis dans ce chaos, on identifie du pattern, on identifie les métriques, les KPI qui font du sens. Et puis, on rallie l'équipe dans ce sens-là. Et 1 an plus tard, c'est un process documenté qu'on livre à nos machine builders qui vont fabriquer les futures lignes pour la Gigafactory à Shanghai, vous voyez. Donc c'est ça l'idée. Et c'est ce qu'on développe aussi aujourd'hui chez Fullspeed. Non seulement tu as fixé le problème, mais tu as créé de la répétabilité C'est ça. pour les futurs Gigafactory, Shanghai, Berlin, etc., quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, alors après, concrètement,
il y avait de la surautomation au niveau des automates programmables, avec beaucoup trop d'intelligence dans des machines avec des langages qui ne sont pas faits pour. Hein. Donc, lorsqu'on a des automates aussi bons soient-ils, hein, c'est des bonnes machines, tout ça, mais à qui on demande de faire des appels sur des services web pour faire de la gestion de recettes. Euh, Moi, je l'ai vu très vite. Il y avait 3-4 pages dans l'éditeur d'une marque d'automates. Et en challenge, je prenais mon laptop à côté. Et en challenge, je me disais, tiens, je vais écrire ça en Python. Alors, généralement, ça me prenait 2-3 heures pour comprendre le ladder ou le graphe qu'il y avait dans l'automate. Et puis, je réécrivais en 20 minutes 12 lignes de Python. Et puis, j'allais voir le lead qui était propriétaire de cette machine. Et je le challengeais un petit peu en disant, c'est ça là qu'on essaye de faire, en fait, si je comprends bien. Et puis, le gars me disait, bah ouais, en gros, c'est ça. Donc, je lui dis, il n'y a pas un moyen de mettre du Python ou du JavaScript ou du C++ quelque part sur ces machines. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti cette logique assez haut niveau des automates. On l'a mise, alors soit en Edge, soit dans le cloud, en fonction de ce qu'on avait, parce que pareil, on était en mode panique, Ouais, 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 pas le temps. Voilà. Et donc, en fait, on a commencé à développer du script qui était en Edge, qui souvent s'est retrouvé dans les IHM. Donc, l'autre problème qu'on avait, c'est qu'on surchargeait les IHM, on avait des problèmes de réseau, de performance, etc. Et on a rendu les automates un peu bêtes. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que les automates devenaient des pilotes pour le hardware. Un peu comme les pilotes Windows ou macOS ou Linux, ouais. où finalement, tu vas brancher une souris d'une marque avec 2 boutons, et puis de l'autre côté, tu as la souris CAD 5 axes qui est en Bluetooth, alors que celle-ci était en USB, mais pour l'application de traitement de texte, c'est pareil. Et parce qu'il y a une couche d'abstraction du Ouais. hard en dessous, et c'est comme ça qu'on a utilisé les PLC. En fait, les automates donc, se sont vite retrouvés avec deux rôles, le côté safety, parce qu'il y a quand même l'aspect sécurité. Les automates sont très bons à ça. Donc ça, on ne les a jamais sortis de l'automate. Et c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui avec Vitesse. Et puis le côté temps réel, ce que moi j'appelle le temps critique. C'est-à-dire quand on est à moins de 1 ou 2 millisecondes hein, sur la gestion de motion, des choses comme ça. Ça aussi, ça reste dans les automates. Mais on fait en sorte que c'est pilotable avec des API ou avec des recettes depuis quelque chose. Donc, ce n'était pas défini encore à l'époque. Là, on l'a défini avec Vitesse, mais depuis autre chose. Donc, c'est du serveur tag, de l'IHM, du gateway, enfin, autre chose qui est en Edge ou dans le cloud local, en fait. Du coup, vous avez réussi à reprendre le contrôle sur sur les automates et sur les machines derrière, c'est ça? Ouais, alors avec des petites anecdotes, hein, on avait beaucoup d'automates qui étaient en surcharge processeur, qui après, on a pu diviser parfois par 2, voire par 5, le nombre d'automates nécessaires pour Ouais. exécuter les mêmes process, parce qu'en fait, on a mis des choses en edge. Et après, il y a des types de fonctions pour lesquelles les automates ont une très forte efficacité. Hein, tout ce qui est gestion discrète d'entrée-sortie, en mode continu, etc., c'est vraiment designé pour ça. Il y a du FPGA, il y a du DSP, ça marche. Par contre, bon, bah, faire des services web, ça, avec la transmission au PCUA. Ça bouffe du cycle comme pas permis. Donc, du coup, on sature les automates. On sature le réseau aussi. Donc, on avait des orages réseau régulièrement. Donc là, on a fait plusieurs choses. Donc, par exemple, j'ai adopté des technologies de pub-sub, donc publication, souscription, plutôt que de scan continu, avec des protocoles comme MQTT et Kafka. Hein. Donc, MQTT, c'est très standard. Kafka, c'est un peu plus exotique dans l'industrie, mais c'est très standard tout de même aussi. Et puis, pour l'anecdote, on n'a pas acheté un seul switch pour la Gigafactory de Shanghai. On a cannibalisé Fremont. Donc, Fremont, qui 1 an plus tôt avait des orages réseau, finalement, on a divisé la bande passante par plus de 100 et on a pu prendre, ouais, et on a pu prendre un tiers des switches qu'on a utilisé pour Shanghai. D'accord, c'est bien, c'est durable. C'est plutôt. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. En réalité, cette crise de 2019, hein, je crois qu'on est en 2019, hein, je ne dis pas de bêtises. Alors, non, là, on était le gros de l'automation AL, c'était 2018. 2019, c'est la giga de Shanghai. D'accord. Et donc,
cette crise, ce goulot de 2018, pour toi, c'était une crise software, une crise de programmation? Essentiellement, ouais. D'accord. Chez Tesla, dans une usine, quel est le pourcentage de personnes attachées au logiciel, au software, donc que ce soit des développeurs, des UI designers, enfin, de gens attachés au software versus les gens qui sont sur la prod et sur les machines? Tu as une idée à peu près? Grosse maille, hein? Alors, ça va être difficile, mais donc sur une gigafactory où il va y avoir à peu près 4000 employés en tout, on va avoir entre 100 et 200 automaticiens. OK. Donc, c'est très élevé. Il y a une très, très forte densité d'ingénieurs logiciels et automation. À titre d'exemple, quand j'ai quitté Tesla, j'avais une équipe de 330 personnes. Donc ça, alors, il y avait des petites, il y avait des aliens dedans. Il y avait Supply Chain Automation, c'était mon équipe, mais c'était une petite équipe. J'avais une partie de la PLM. J'avais une partie qui faisait de l'AI pour tout ce qui était maintenance prédictive, des choses comme ça. Mais ça, c'était assez marginal. C'était peut-être 30 personnes. Mais j'avais 330 personnes. Donc, 300 automaticiens et Factory Software, donc MES, choses comme ça. Ouais, et justement, aujourd'hui, l'écosystème software d'une gigafactory, c'est quoi? C'est un MES maison, c'est un MES marché, c'est un ERP maison, c'est des ERP marché. Tu as un peu cette vision-là de… Enfin, oui, tu dois l'avoir, mais… Oui, c'est tout maison, oui. C'est Ouais, tout. c'est tout maison, hein, c'est documenté. Hein, quand les fabricants reçoivent des appels d'offres, il y a effectivement les documentations d'API, etc. Donc, c'est public et je peux en parler. Mais oui, il y a un MES propriétaire. Pour tout ce qui est batterie, en fait, j'ai designé avec. J'avais 3 architectes excellents dans l'équipe et on a designé un. En fait, ce n'est pas un MES. Moi, je pense que la notion de MES doit et va disparaître. Hein, de la même façon que dans le logiciel entreprise, on n'a plus le SAP qui pilote tout. On a des tas de microservices qui sont sélectionnés par les différents départements et tous ces services y communiquent. Malheureusement, ce n'est pas vrai dans l'industrie, ça. SAP fait encore beaucoup de dégâts, mais c'est un On est autre d'accord, c'est pas vrai dans débat. l'industrie, mais ça va arriver. En Ouais. fait, il y a de tels bénéfices. Et puis, on l'a prouvé aussi chez Tesla et ailleurs. Hein, nous, on rencontre des sociétés qui, justement, étaient très humbles, voire complexées, de ne pas avoir embrassé l'industrie 4 depuis 5 à 10 ans. Et en réalité, ça s'avère être un réel avantage parce ils commencent maintenant avec des technologies et des pratiques qui sont beaucoup plus matures que ceux qui l'ont fait il y a 4 à 10 ans, Ouais. qui se retrouvent pieds et mains liés avec une marque, un protocole, un système centralisé. Et finalement, ça va contre. Ouais. Voilà, donc ça va contre la vélocité, l'agilité. Et puis, on a des PME aujourd'hui où finalement, on leur explique qu'ils n'ont pas besoin d'MES. Et puis, ils font développer par une SS2I 2-3 services qui vont répondre au cahier des charges, au sous-cahier des charges du MES, mais décentralisé et beaucoup plus efficace. Ça, c'est un truc contre-intuitif que tu m'as expliqué, que j'ai trouvé intéressant. Si on compare le marché américain et européen, celui qui est le plus de 4.0 n'est pas celui qu'on croit, hein, c'est ça? Exactement. Exactement. Il y a plus de dichotomie en France. Donc, les belles implémentations 4.0, on les trouve plutôt en France et en Europe. Donc, en Allemagne, bien entendu, mais aussi beaucoup en France. Donc, en France, il y a beaucoup de 2.0 et de 4.0. Hein, donc, on trouve encore des industries avec des choses qui sont faites à la main parce qu'il y a une forte valeur ajoutée, etc. Ça, c'est très vrai dans le Midwest américain. C'est même la majorité. Hein, donc, tout ce qui est bateaux de luxe, les remorques, hein, les Airstream, là, les trucs comme ça, tout ça, c'est des marchés qui ont été très protégés, très privilégiés, forte marge, donc ça n'a jamais été délocalisé en Asie. Bonne qualité, c'est fait à la main. Et puis, là, on est en industrie vraiment 2.0. Il n'y a même pas de motorisation au niveau des process de fabrication. C'est vraiment fait à la main de A à Z. D'accord. C'est fabriqué comme dans les années 30, quoi. Donc, il y a clairement un saut quantique, que l'industrie française peut faire en passant directement du 2.0 au 4.0 avec les bonnes technos et en n'essuyant pas les plâtres
comme ont pu le faire et pour faire des gains de compétition par rapport aux Américains qui sont Voilà. manifestement bloqués au 3.0, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, mais c'est un petit peu ce qu'on retrouvait avec les comptes français qui ont adopté 4.0 il y a 5 à 10 ans. Les Américains, c'était le champion du 3.0, hein, puisque productivité, années 80-90, ils avaient investi énormément. Du coup, ça leur a donné un niveau de productivité satisfaisant, ce qui fait qu'ils ont très peu investi dans 4.0. Et aujourd'hui, alors il y a les régulations, hein, il y a le cap and trade au niveau, donc la traçabilité énergétique, tout ce qui est compliance pour la sécurité dans l'automobile, l'aérospatiale et ainsi de suite, qui fait qu'ils sont obligés d'apporter des IoT, de l'orchestration un petit peu de temps réel, d'où l'opportunité pour nous d'arriver et avec des briques de 4.0. D'accord. J'ai deux questions de l'audience, une de Luc, une de Younes. Celle de Luc est toujours sur Tesla. Hein, la part entre décision instinctive, hein, le gut feeling, et de l'autre côté, l'application du process en mode militaire, j'allais dire allemand, mais tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est quelle est la part de liberté qui est laissée au management local et pour prendre de la décision, y compris en dérogation du process. Et le deuxième, donc c'est lié à la culture aussi. Et la deuxième, c'est Edge ou Cloud. Est-ce qu'il y a une politique spécifique qui permet de choisir si on va plutôt en Edge ou si on va plutôt en Cloud ou c'est au cas par cas? Ouais, c'est super intéressant comme sujet, enfin très différent, très intéressant. Il faudra me rappeler la deuxième question parce que je suis assez mauvais aux questions à multiples volets. Pas de J'oublie problème. toujours la seconde. Et alors, il y a presque une conversation de développement organisationnel sur justement le framework Tesla, qui est très puissant, que j'avais entreaperçu chez Adobe. Ça surprend beaucoup de monde, mais qui, alors après, moi, ça n'engage que moi, qui, à mon avis, est un problème sur la scalabilité de Tesla. Et j'aime bien utiliser ça face à une société comme Apple. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, il y a une liberté au niveau de la décision chez Tesla qui est basée sur la confiance et la performance. Moi, je ne reportais pas à Jérôme Guillen, qui était le président automotive. On travaillait énormément ensemble et on se faisait confiance. Et du coup, je n'avais même pas à justifier. Hein, je demandais un CAPEX de 800 000 $ pour installer des robots et faire un testeur et ainsi de suite. C'était approuvé sans même que je montre pourquoi. Sur certains sujets, parce qu'il y avait une confiance. Et puis, jusqu'au jour où, si je me plante, cette confiance sera partie et du coup, le scrutin va monter de façon exponentielle. Donc ça, c'est un peu le framework. Du coup, ça permet aux dirigeants de se concentrer sur les aspects problématiques et de récompenser tout ce qui fonctionne. Donc, c'est très, très dichotomique comme mode d'opération. Le problème, c'est que d'abord, ça permet difficilement à l'individu d'évoluer. Il faut être très bon. Il faut être très bon et on devient un peu meilleur parce que du coup, on voit d'autres très bons, on apprend. L'humain normal avec un QI de 100 qui a juste envie de bien travailler aura du mal à devenir un contributeur clé. Il n'y a que des players, en fait. Voilà. Et donc, alors que chez Apple, hein, la super scalabilité qu'on a vue ces 20 dernières années, ça a été quand justement Steve Jobs était revenu. Entre-temps, avec son passage chez Next, Pixar et compagnie, il avait compris qu'on peut avoir un cool qui fume du cannabis, qui est artiste, que lui n'aurait jamais pensé embaucher chez Apple sur sa première itération chez Apple. Il se rend compte que finalement, c'est un contributeur clé parce que la petite part de créativité et ainsi de suite, on en a besoin. Et du coup, il faut permettre à cet individu d'être un contributeur au succès de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est impossible chez Tesla et qu'on a vu chez Apple. Et du coup, ça a permis à Apple d'exploser. N'importe qui peut devenir un contributeur positif quelque part chez Apple. La plupart de ces gens n'ont aucune chance chez Tesla. Donc ça, c'est la limite du modèle.
Alors ça, c'est personnel, hein, c'est mon analyse. C'est très clair. Tu penses qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où les prix sont en train de fortement baisser, les ventes sont aussi en train de non pas baisser, mais monter moins vite. Euh, Elon Musk est encore un atout ou est devenu un handicap pour Tesla? Il ne nous regarde pas, tu peux y aller. Non, mais alors, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi que je n'y suis plus. Ouais. Donc Tesla, donc on a travaillé avec Tesla l'année dernière. Donc j'ai eu la chance d'aller voir où ils en étaient. On a fait un déploiement, on a fait un peu d'intégration. A priori, on va retourner le mois prochain. Donc ça permet d'avoir un petit peu des spots comme ça sur ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment été étonné de l'évolution qu'il y a eu entre le moment où j'étais le leader de Core Automation et puis, alors mon équipe a été disloquée, hein, c'était 330 personnes, et puis aucun de mes managers voulait reprendre le flambeau. Alors c'est vrai que personne n'y croit, mais je n'avais aucun poil gris quand j'ai commencé chez Tesla. Cette barbe, c'est arrivé en 2 ans et demi. Donc j'allais, Tu nous as fait une voilà, Edouard Philippe. voilà. Et donc j'allais à Shanghai 10 jours tous les mois. Enfin, c'était quand même une vie de fou. Donc aucun de mes managers a voulu reprendre ça. Du coup, ils ont disloqué l'équipe en 6 équipes. Et c'est très impressionnant de voir l'excellence d'un point de vue ingénierie et l'audace technologique de chacune de ces équipes à leur façon. Donc, il y a quand même une évolution. Si on peut faire une critique, là aussi, c'est personnel. Moi, la critique que je ferai à Ilan, c'est aussi brillant soit-il, parce qu'il est brillantissime. Lorsqu'une organisation grandit, je pense que c'est une erreur d'empêcher l'organisation d'apprendre plus vite que son leader. Oui. Et c'est ce qui se passe. Et on le voit chez SpaceX, où il y a une chef des opérations, ça se passe beaucoup mieux. D'accord. Ok, c'est très clair. Voilà. Qui fait le Pour lien moi, c'est voilà. entre la strate et le terrain, et c'est très clair. Une dernière question, mais là, qui va nous emmener sur la dernière partie. Je suis industriel aujourd'hui. Je veux mettre du software dans mes produits parce que les softwares vont me permettre d'arriver à une nouvelle génération de valeur. Je commence par où et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, quand tu parles de software, c'est dans le produit qui est vendu, le produit Dans le final? produit qui est vendu, ouais, je veux inclure dans mon produit et aussi dans la façon de produire ce que je fais. Je veux mettre du software. Par où je commence et qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Alors, pour moi, ça, c'est un peu des mots-clés. Ouais, Liberté, indépendance, décentralisation. d'accord. Si tu me Voilà. en une phrase pour chacun de ces mots pour bien comprendre. S'orienter vers du standard ouvert, D'accord? donc des protocoles, des librairies open source tant qu'on peut. Euh, Tester et mettre à jour le plus tôt possible. Ça, bon, tous les gens qui font du lean, du manufacturing connaissent ça très bien, hein, mais c'est pas une fois qu'on a fermé quelque chose de connecté, par exemple, en fin de ligne qu'on va tester si la connectivité fonctionne. Hein, on va tester ça avant de mettre les vis pour fermer ou la colle pour fermer le device, par exemple. Donc, toujours plus tôt. Et puis, c'est très vrai quand dès qu'il y a du logiciel embarqué, les pratiques d'intégration continue, de déploiement continu, Ouais. avec la traçabilité au niveau des versions. Il faut Ouais. savoir, voilà, et ça, c'est quelque chose que je vois chez beaucoup de fabricants qui sont incapables de savoir sur quelle version de firmware ou de logiciel le device se trouve. Et du coup, ça va forcer un reflashage avec souvent des mauvaises surprises. Tout ça, ça coûte en temps, en qualité. C'est dommage. Donc, une gestion du firmware, etc., dans l'usine. Et alors, ceux qui viennent du monde des smartphones, du web, etc., disent oh, il faut dégager la couche OT. C'est à cause de ça, c'est parce qu'on gère tout ça. Il faut faire du logiciel IT partout aussi. Et alors, ce serait bien hein, si on pouvait faire ça. Ils ont essayé chez Tesla, c'était l'Automation Hell, justement. Donc, il faut faire un pont entre l'IT et l'OT.
il y a des tas de pratiques IT qui sont très bonnes, qu'il faut exploiter dans l'outil. Mais il ne faut pas remplacer l'outil. Il faut aller tirer les fils Une et amener… convergence, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Et du coup, tu parlais d'Automation Ale. Tu l'as résolu avec 330 ingénieurs. Tu es parti de Tesla. Et maintenant, tu fais Alors non, quoi? on l'a résolu avec une soixantaine d'ingénieurs au début. Quand j'ai récupéré l'équipe, c'était non, c'était 80 ingénieurs. Voilà. Ok. Donc ça Tout le monde s'appelait à 80. Automation Controls Engineering. Donc c'était cool parce qu'on était les ACE. Donc ça, c'était l'équipe d'automation quand je l'ai récupéré. Donc était l'automation controls. Donc tout ce qui était robotique, automate, IHM, interaction avec le MES, ERP, WMS, etc. Donc, tu as On est quitté monté en Tesla. force. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de beau? Ouais. Alors voilà, c'est encore plus intéressant. Donc, Full Speed Automation, le constat quand j'étais chez Tesla, et notamment lorsqu'on a fait la Gigafactory de Shanghai, alors on nous avait demandé de la mettre en place. Donc, en fait, il y a eu 8-9 leaders clés sur Shanghai. J'étais un de ces leaders du côté automation, donc tout ce qui était logiciel automation. Donc, mon mandat, c'était autour du MES, la robotique, les automatismes, une partie de la cybersécurité, l'IT manufacturing et la supply chain automation. Donc ça, c'était mon mandat. Donc un gros scope du côté usine pour Shanghai. Nous avions 8 mois depuis la dalle de béton pour fabriquer la première voiture et un budget donné. Et alors, ce qui était beau avec Shanghai, c'est que, alors à ce moment-là, mon équipe, c'est 300 personnes. Donc, on était passé de 80 à 300. Une partie organique, une centaine de personnes que j'ai embauchées, et de la récupération d'équipes qu'on a rattachées. Donc, par exemple, Supply Chain Automation, PLM, IT Manufacturing, donc qui était une branche d'IT qui a été scindée et qui est venue l'IT dans l'OT, justement. Donc, ça a été la croissance du groupe. Et on a livré Shanghai en 6 mois plutôt que 8 et à peu près 75% du budget. Donc, donc déjà, c'est une très belle performance. Et surtout pour Tesla, qui est notoirement toujours en retard et qui explose les budgets de 150% en général. Donc ça, voilà, il a fallu… il y avait une question tout à l'heure sur la partie MES, etc. Donc là, c'est là qu'on a créé la décentralisation, vraiment. Donc une architecture complètement remise à plat, doublage des IHM avec un IHM qui est propriété de la production, hein, des opérateurs, qui est orienté productivité, expérience utilisateur, et puis un autre aspect de l'IHM qui est pour les gens de la maintenance et de l'ingénierie, pour programmer, calibrer, diagnostiquer les machines. Donc de la spécialisation, en fait. Et puis du cluster. Donc là, on retrouve des techniques modernes d'Edge avec aucune dépendance sur le cloud. Comme il nous reste juste 5 minutes, aujourd'hui, tu peux nous parler de Full Speed et ce que tu fais? Oui, alors voilà, donc vitesse. Donc on voyait très bien que tous nos suppliers avec Shanghai, donc nos partenaires, nos vendeurs, etc., étaient très envieux de ce que nous faisions. Beaucoup d'entre eux ont essayé de faire la même chose. D'ailleurs, hein, même chez des grands éditeurs d'automation aujourd'hui qu'on connaisse tout, je retrouve du cahier des charges de ce que je leur demandais de faire à Tesla, qui a été productisé dans des produits qui sont souvent des tombes, hein, malheureusement, ce qui nuit au déploiement Industrie 4, parce que finalement, il y a beaucoup de leaders dans l'automation qui, à juste titre, se disent non, mais 4.0, ce n'est pas pour moi, parce que mon vendeur habituel, il me propose une usine à gaz qui coûte $1,5 million, donc je ne vois pas l'intérêt. Donc, c'est un peu malheureux ce qui s'est passé. Du coup, cette demande, je me suis dit qu'il y avait une trop belle opportunité. Il faut la démocratiser, cette fonction, hein, i4 qu'on a développée chez Tesla. Mais il faut qu'elle soit en no-code. En no-code pour une poignée d'automaticiens, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de coder, soit capable de bénéficier de cette capacité de faire de l'industrialisation super efficace à moindre coût. Donc, ça s'appelle Vitesse. C'est une plateforme d'orchestration. Donc, ça digitalise tous les composants qu'on manipule dans une usine, donc les automates, les capteurs, les moteurs, les robots. Du coup, on les manipule en logiciel
Alors, ça ne veut pas forcément dire en 3D super sexy avec des lunettes de réalité augmentée, hein. Je fais un glisser-déposer d'un capteur, glisser-déposer d'un moteur, je définis des conditions, des actions, j'appuie sur démarrer et 3 secondes plus tard, on voit la chaîne qui se met en route. On peut aussi, par le biais de la télémétrie, parce qu'en fait, ça fait partie du cahier des charges, n'importe quel composant qui est digitalisé dans Vitesse doit publier sa télémétrie. Donc, du coup, on donne accès aux données gratuites. Moi, ça fait 10 ans que je considère que ce n'est pas la donnée qui a une valeur, c'est ce qu'on en fait. Donc, quand nos plateformes d'automation préférées nous demandent, là encore, 1 demi-million d'euros pour avoir accès aux données qui viennent des machines dont on est propriétaire, j'ai du mal à avaler la pilule quand même. Ça me rend fou. Mais je vois très bien Voilà. de quoi tu parles. Et donc aujourd'hui, ouais, il y a une image que j'aime beaucoup pour bien décrire la chose, c'est que pour les plus anciens d'entre nous, il y a quelques années, quand on branchait une souris ou un keyboard, il fallait installer un driver et c'était le bordel et on n'avait jamais le bon pilote et c'était compliqué. C'est un peu pareil aujourd'hui sur les automates. Dès qu'on est sur du multimarque, en tout cas, quand on est sur du monomarque, parfois ça communique plutôt bien. Mais le multimarque, c'est l'enfer. Et toi, tu vas créer cette couche d'abstraction qui permet de réorchestrer sans savoir coder. Donc, en fait, c'est toi qui vas te prendre la complexité au niveau de l'orchestrateur, c'est ça? C'est ça. Donc, nous, on a fait contrairement à toutes les startups qu'on trouve dans le segment industrie, il y a des super solutions. Généralement, elles sont très verticalisées. Donc, il y en a quelques-unes dans le call là, que je salue. Il y en a que je connais très bien qui font des trucs super. Et le problème donc moi, j'en ai fait travailler chez Vélo, chez Tesla, parce qu'on voulait faire de la qualité avec de la machine vision, des trucs comme ça. Et leur pain point à eux, c'était vraiment à chaque fois, ils sont obligés de s'intégrer en haut avec les MES, ERP et compagnie, et en bas avec les automates, les robots, voire avec des systèmes horizontaux, type il y a du LabVIEW ici, il y a de la caméra intelligente là-bas. Donc à chaque fois, c'est une double ou triple intégration qui coûte cher, qui est un frein à la vente. Donc l'idée, c'était de se dire, on ne va pas démarrer par le haut comme tout le monde, on va faire du bottoms-up, on va d'abord digitaliser, donc faire une couche d'abstraction du hardware, donc un peu comme les drivers Windows. On remplace un GPU NVIDIA par un GPU ATI, la 3D, elle marche de la même façon. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Et du coup, on expose cette couche, on devient une plateforme horizontale. Nous, on développe nos produits dessus, mais on a aussi des tierces, donc des startups comme des sociétés très établies qui vont faire levier de notre abstraction. Donc, par exemple, il y a une société qui faisait de la maintenance prédictive pour une marque de robot seulement, parce qu'ils ont mis 6 mois à faire la compatibilité avec cette marque de robot. On les a rencontrés et maintenant, ils sont en train de transférer leur plateforme sur Vitesse. Et comme ça, ils vont pouvoir faire la maintenance prédictive sur les 7 marques de robots que nous, on supporte. Ouais. C'est un exemple. Tu bosses avec aujourd'hui, tu bosses avec quelle marque de robots, justement, ou d'automates? Alors aujourd'hui, donc nous, on a un partenariat très fort avec Beckhoff et Siemens au niveau des automates. Et puis, on est en discussion avec les gens comme Schneider, Rockwell, etc. Et puis, au niveau robot, on marche avec KUKA, Staubli, Universal Robot, Fanuc. Voilà. Il y en a partout. Et puis, surtout, tu as la capacité de faire rentrer des nouveaux assez facilement, puisque… C'est ça. C'est ça. On a même un kit de développement. Donc, on peut même imaginer soit des tierces, des intégrateurs créer des composants vitesse pour leur propre machine exotique spécialisée, ou voir, on travaille, par exemple, SICK, les capteurs SICK, c'est un partenaire. On fait du co-développement pour intégrer des lecteurs de QR code, etc., dans Vitesse. Alors, je vois Omron. Omron, on en supporte quelques-uns en Ethercat. Et puis pour l'instant, on les fait fonctionner avec Modbus ou OPC. Mais c'est qu'une question de demande. Au final, tu fais gagner combien de temps en termes d'industrialisation? Alors, il faut définir l'industrialisation. Donc, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect démarrage de ligne. Ouais. Donc là, on va réduire entre 50 et 90% les ressources au niveau programmation. Donc ça, c'est pas mal avec une moyenne qui est entre 60 et 70%.
Donc ça, c'est important sur le démarrage. C'est vraiment là qu'il y a un gros retour sur investissement pour le client au niveau OPEX sur le démarrage. Moi, ce que je trouve plus intéressant, qui est moins mesurable dans l'immédiat, c'est la capacité à itérer super rapidement et ce qui remet tout en question. Donc ça permet beaucoup plus de flexibilité au niveau de la supply chain, du material flow, etc. Des choses que nos clients n'envisagent pas forcément aujourd'hui, où ils se disent, mais moi, je n'ai pas besoin d'itérer. Et en fait, non, le problème, il est à l'envers. C'est non, tu n'itères pas parce que tu n'y as jamais pensé. Mais si tu te mets à te dire que tu peux… contraint par la rigidité Exact, de tes automates. Ouais. exactement. Et donc, on a dans l'alimentation, dans l'alimentaire, par exemple, on a des clients et prospects aujourd'hui qui sont extrêmement exigeants au niveau de la supply chain parce qu'ils sont limités au niveau des recettes. Alors que s'ils avaient cette flexibilité, ils pourraient s'adapter beaucoup plus facilement au niveau de la supply chain, voire faire du local. Ce serait pas mal quand même. Ouais, ça serait top. Ça me fait penser un peu à l'enfer des ERP où, au final, parce que tu as dû te taper des centaines de milliers d'euros de développement spécifique, tu ne veux plus bouger ton process. Ouais. Alors que si tu pouvais modifier ton ERP facilement, eh bien, tu adapterais ton process en fonction des contraintes clients. J'ai une dernière question de Clément. Il fait voler les baleines, Clément. Est-ce que tu interviens aussi en phase de conception de ligne ou uniquement à partir des lancements? Ouais, bien sûr. En fait, Il est en train de construire une belle usine. Clément. Bon, bah oui, il faut qu'on parle alors. Effectivement. On a même une approche consulting, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a des compétences métiers qui manquent souvent chez nos clients. Et donc, il y a un aspect consulting. C'est généralement par là que ça démarre. Ça permet une prise en confiance. Par exemple, on a un client qui fabrique des batteries en Suisse. On a fait une première phase de consulting avec eux. Et le résultat de cette session de consulting a été des correctifs dans les systèmes existants. On leur a même dit voilà comment il faut aller recoder ceci, cela, sans même proposer une seule licence de vitesse, parce que ce n'était pas nécessaire à ce stade-là. Et ça permet une mise en confiance aussi, de voir qu'on n'est pas là pour aller vendre de la vitesse comme des malades. Et derrière, monter en charge avec, une fois que ça s'est corrigé, on va pouvoir investir sur la traçabilité, par exemple. Donc là, on va déployer vitesse en mode gateway IoT, parce que si on est capable de lire et écrire sur tous les automates, on peut se mettre en mode lecture seule et du coup remonter la donnée. Donc là, comme on a une plateforme no-code en plus, voilà, on génère la télémétrie automatiquement, on génère les tableaux de bord automatiquement, ils n'ont pas besoin de coder, etc. Et ça permet de monter en force. Alors, une autre chose, hein, quand tu disais les recommandations, l'agilité, il ne faut pas tout automatiser comme des malades dès le début. Il faut le faire de façon intelligente et avec une plateforme flexible qui permettra d'automatiser au fur et à mesure qu'on identifie les opportunités. Les fameuses itérations dont on parlait. Voilà. Comment on peut te joindre facilement LinkedIn parce que là, il y a plein de gens, je pense, qui vont vouloir t'écrire. Donc, le plus simple. Ouais. LinkedIn ou alors fullspeedautomation.com. Et puis, on peut me contacter directement, info@fullspeedautomation, hein, c'est sur le formulaire, ou remplir le formulaire sur le site web, ou LinkedIn, ou alors vous écrivez à JP directement. Il fera suivre. Je précise avec grand plaisir. Merci beaucoup, Luc, pour tout ce partage. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Je suis sûr que le membre également. Je vais te laisser retourner digitaliser l'automatisation. Pendant le temps, je vous rappelle que si ce webinaire vous a plu, vous pouvez nous noter. Vous pouvez également nous rejoindre sur la plateforme industry.org pour y retrouver vos pairs, des actualités sur le sujet de l'industrie 4.0 et du Smart Factory, et puis des formations gratuites. Donc, à très vite sur industry.org.